Au niveau artistique, j'ai une carrière qui n'est pas nécessairement très longue parce que je suis venu à l'art à la fin, je te dirais, de ma vie de travail, parce que j'ai travaillé pendant presque 30-35 ans dans le journalisme, dans le syndicalisme. Alors, à un moment donné, quand je suis arrivé à l'âge de 55 ans, là, j'ai pris ma retraite. Et c'est moi qui me suis retrouvé dans une classe avec une trentaine de chevalets autour des professeurs. Et là, je me disais, mais je n'ai jamais dessiné de ma vie. Qu'est-ce que je fais ici? Et finalement, il y a eu, j'ai passé 1 an à faire le même cours d'apprentissage en dessin-peinture. Après ça, j'ai fait un certificat en arts plastiques, toujours à l'UQAM. Et après le certificat, j'ai été accepté au bac. Et là, j'ai fait 4 ans de bac. Donc, j'ai fini au début de l'année 2000, à peu près. Je pense que je suis un petit peu, je dirais, quelqu'un qui aime penser, réfléchir, méditer. Puis je pense que dans l'art, c'est ça qu'il faut aller chercher. Si on va chercher quelque chose d'utile dans l'art, on se trompe un peu. Mais si on va chercher la beauté, le bonheur, le plaisir, ça répond à tous les besoins. Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle émission Mosaïque. Mon invité aujourd'hui traverse les épreuves de sa vie à l'aide des mots. En d'autres mots, il se sert des mots pour guérir ses maux. Jean-Noël Bilodeau, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Mais ça me fait plaisir. Jean-Noël, vous empruntez ces jours-ci le sentier de la poésie. En quoi la poésie peut-elle, c'est une grosse question pour commencer, mais en quoi la poésie peut-elle aider à vivre? En réalité, la poésie, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés à définir comme poète, comme écrivain, simplement comme un être humain, parce que ça nous sort quelque part d'une sorte de monde qui n'est pas perceptible facilement. C'est comme on dirait que les mots des poèmes, c'est comme des oreilles pour entendre le silence. C'est comme des yeux pour voir l'invisible. C'est très curieux. Rimbaud disait « je est un autre », et c'est un peu la situation que vit chaque poète. Quand on n'a pas d'inspiration, on se demande comment ça se fait qu'on n'a pas d'inspiration, puis quand on en a, on se demande comment ça se fait qu'avant on n'en avait pas, on ne comprend pas ce qui se passe vraiment. On a des outils. Nos outils, c'est l'écriture, c'est la langue, c'est les mots, et ça peut être aussi une peinture à faire, ça peut être une œuvre à accomplir, une sculpture ou autre, mais au départ, c'est des moyens qui vont faire en sorte de canaliser cet autre qui vient dire des choses ou qui vient quelque part définir notre invisible, définir notre inconnu. Et en quelque part, Jean-Noël, j'imagine qu'on se sert de la poésie parce que ça nous permet de nous créer une bulle, de nous évader, de nous exprimer. Et à quel moment est-ce qu'il y a un moment donné, on sent un point de jonction où les mots qui nous aident justement à évacuer, à sortir, à nous exprimer, rejoignent le lecteur? Est-ce que ça, vous le sentez en tant que poète que là, j'ai atteint mon but? Ou est-ce que c'est un but? Ça dépend encore là de la définition de la poésie qu'on se donne. Personnellement, la poésie, pour moi, c'est aussi une prise de conscience. Une prise de conscience d'une réalité, bon, évidente. C'est une prise de conscience aussi des problèmes que cette réalité-là peut amener. C'est une prise de conscience de notre environnement, que ce soit l'environnement de la nature ou que ce soit l'environnement humain. C'est une prise de conscience de l'avenir, de ce que l'avenir peut préparer. J'écoutais l'autre jour des jeunes à la télévision qui disaient « Nous autres, on a peur de l'avenir. On ne fera pas d'enfants. » Bien, je vous avoue que quand j'avais, mettons, 20 ans, je n'étais pas différent d'eux, moi. Je ne comprenais pas ce que l'avenir pouvait m'apporter. Des enfants. J'en aurais souhaité, mais en même temps, je me disais comment je vais faire pour les faire vivre. J'avais des problèmes, je dirais, d'existence que je retrouve aujourd'hui. Alors, la poésie qui, elle, traverse les âges, bien sûr, c'est cette prise de conscience-là. La deuxième, c'est qu'on est différent. Moi, je suis différent de ceux qui sont des jeunes d'aujourd'hui. Parce que lorsque j'étais jeune, je vivais dans une culture qui n'était pas la leur, qui était différente. On nous appelait la génération lyrique parce qu'on était des baby boomers.
qu'on était des gens qui devaient quelque part vivre dans la joie après des années de guerre que nos parents, nos grands-parents ont vécu. Alors on était peut-être comme une sorte d'irresponsables quelque part. Or que c'était pas ça du tout. Parce que cette fameuse génération lyrique-là a développé, au cours des années qui ont suivi, une conscience extrêmement importante pour le développement, entre autres, du Québec, parce qu'il n'y avait pas de Québec avant ça. Je regarde encore les écrits du Refus global, puis on parle des Canadiens français. Et il n'y avait pas cette nature, cette contemporanéité qu'on a aujourd'hui. Mais quelque part, la jeunesse qu'on était, qui s'abreuvait des écrits du Refus global, qui, dans le fond, c'est un immense texte poétique, ça. C'est pas juste un texte sociopolitique, c'est pas un texte qui a renversé le pays, c'est pas ça, c'est un texte qui disait « Laissons la place à la magie, laissons la place à l'émotion, laissons la place à la liberté. » Et moi, j'étais de cette génération-là qui était un peu comme entre deux mondes et qui a fait en sorte qu'on a défendu un peu ou qu'on est allé dans le sens de cette pensée qui avait germé tout à coup. Mais justement, quand on est issu de ce monde-là, et vous parliez des jeunes tantôt qui sont issus du monde dans lequel ils sont aujourd'hui, est-ce que, en fait, ça va non seulement influencer, mais marquer toute notre existence? Parce que vous me disiez avant l'entrevue que ce que vous étiez adolescent, la façon que vous écriviez adolescent, c'était un peu ce que vous faites encore aujourd'hui. Donc, veut pas, on est imbriqué de ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on est comme dans ça, puis on est pris avec ça, entre guillemets. C'est-à-dire que oui, quelque part, on est prisonnier de notre environnement, de notre culture. Avoir 20 ans en 1965, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bouillonnement qui était différent. Nos idées, elles n'étaient pas des idées qui, aujourd'hui, auraient comme une prise sur le réel. Mais à l'époque, oui. Et d'ailleurs, quand on réalise ça, on s'aperçoit qu'il y a eu une nuit de la poésie au Québec en 1970. Pendant des années qui ont précédé... Vous y étiez? Oui, j'y étais. Comme spectateur. J'aurais dû être là comme lecteur. Ouais. Mais j'étais jeune encore. Il y a tout ça. Mais je connaissais bien tous ceux qui avaient organisé ça. J'étais des amis personnels. Je savais pas tellement... il y avait tellement un bouillonnement d'esprit à ce moment-là que ça, c'était un moment parmi d'autres. Et après, moi, j'ai travaillé dans des journaux, comme Le Jour, ou d'autres journaux qui étaient des journaux plus politiques, où, tout à coup, ce qu'on faisait, c'était une prise de conscience qui était différente. Mais la poésie m'amenait à ça. Parce que la poésie, à ce moment-là, nous a tous amenés, comme génération, aux politiques. Ce qui s'est passé en 1975, en 1976, c'était pas un hasard. Ça a été construit par toute cette génération-là pour faire en sorte que ça éclate. Dans le fond, il y a eu, je te dirais, une percée politique qui a entraîné un mouvement social. Et ce mouvement social-là, qui est entraîné par ça, c'est ce que lui qu'on vit aujourd'hui. La libération sexuelle, la libération des normes sociales, tout ça, ça a été mijoté, ça a été développé par une génération qui était là avant et qui n'a pas nécessairement autrement fait sa marque dans les arts, par exemple. Il y a un creux dans les arts dans cette période-là parce que les forces vitales qu'il y avait au Québec se sont concentrées sur la politique. Avec les résultats que ça a donné. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se pose des questions sur la loi 101. Mais ça a été une sacrée bataille, ça, quand on y pense. On ne se pose pas de questions sur le territoire. C'est acquis, ça, c'est bon, Québec, tout ça. Mais ça a été discuté longuement. Ça a fait l'objet de... Oui, ça a été l'objet d'un débat social énorme. Et quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit, il y a le mouvement des carrés rouges, Québec solidaire, tout ça. C'est tout des germes je dirais, de prise de conscience qui vont, aujourd'hui, entre autres, nous permettre de prendre à corps l'environnement. On ne pensait pas à ça, l'environnement. On prenait nos cigarettes, puis quand on regardait René Lévesque en anglais, qui donnait des entrevues, puis les cigarettes l'un après l'autre, puis on n'avait aucune conscience de ça. Mais aujourd'hui, ça a changé. Et c'est le résultat de tout ça. Si on se ramène à la poésie, Jean-Noël, je sais que le thème de l'errance a été très important dans votre cheminement. Pourquoi l'errance? C'est très curieux parce que d'abord, premièrement, je me qualifie comme un errant moi-même. J'ai voyagé pas mal, mais dès mon adolescence,
j'ai commencé à voyager. Je suis allé dans l'Ouest canadien, je suis allé aux États-Unis. J'ai été très, très itinérant autant qu'errant. Et quelque part, à travers, je dirais, le reste de ma vie, je me suis aperçu qu'il y avait, dans ma poésie, un trait commun. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Quand il y a eu le référendum, tout ça... Le premier ou le deuxième? Oh, je ne me rappelle plus si c'est au premier ou au deuxième, j'ai écrit ça. Mais j'ai écrit un petit poème qui dit « Un nuage d'oiseaux s'abat sur l'arbre, soutenant mal ce poids nouveau, mêlé de chair qui ressemble au vent. Le nuage envolé, ce n'est pas l'arbre que l'on entend se plaindre, mais les milliers d'oiseaux cherchant patrie. » Et ça, pour moi, c'était tout à coup une réponse, dans le sens où on est un peuple comme ça, mais on est surtout un peuple qui n'a pas véritablement une patrie existante, réelle. On est un presque pays et tout ça. Mais quelque part, cette recherche-là a conduit tellement de notre monde ailleurs, qui ont, entre autres, peuplé l'Amérique quasiment, quand on regarde ça, qui encore aujourd'hui vont partout dans le monde et qui exportent une sorte de culture bien à eux, particulière, distincte, même si les Anglais n'aiment pas ça, et qui est le fondement même de ce qu'on est. Donc ma poésie, elle est liée à ça. Et puisque l'entrevue tire à sa fin, j'aimerais pas qu'on se quitte sans que vous lisiez un de vos poèmes. Vous en avez plusieurs, vous en avez choisi un. Est-ce qu'on peut se quitter à la lecture de ce poème? Bien sûr. Puis on se retrouvera assurément dans le cadre d'une autre entrevue. D'accord. Je suis tout oui. Très bien. Alors, le poème que je vais vous lire, c'est « Ce ne sont pas toujours des poèmes d'amour. » Je fais le lien parce que c'est un alexandrin. Là. Vous voyez tout de suite que j'ai une culture qui est moins actuelle, mais qu'est-ce que vous voulez quand on a étudié dans les collèges classiques? Alors, ce ne sont pas toujours des poèmes d'amour. Il y en a très souvent qui sont des phrases avec de simples mots échappés par hasard que l'on regrette d'avoir dit à voix basse. Ce ne sont pas toujours des poèmes d'amour. Il y en a qui sont tristes et émouvants, ceux écrits en ton absence pour te dire comment tu me manques en ce moment. Ce ne sont pas toujours des poèmes d'amour que l'on a envie d'écrire en voyage, quand on part seul, sans autre destination que de s'éloigner de ce qu'on aime. Ce ne sont pas toujours des poèmes d'amour que tu n'as pas pu lire dans mon regard, où j'avais caché ma peine de t'avoir vu partir sans même pouvoir retarder un peu ton départ. Ce ne sont pas toujours des poèmes d'amour que l'on veut écrire en même temps qu'on pleure. Ça termine bien. Merci Jean-Noël de cette visite, merci de ce joli poème. On se retrouve très bientôt. Tant qu'à vous, on se retrouve aussi très bientôt, dans quelques instants. Restez là. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. De retour à l'émission Mosaïque, toujours à la maison Félix Leclerc de Vaudreuil-Dorion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début de la saison, il y a déjà un petit bout de temps de ça, on avait reçu Michel Vallée, directeur des services et loisirs à la ville de Vaudreuil-Dorion. Eh bien, on termine notre saison avec ce même Michel Vallée en beauté. Bonjour Michel. Bonjour, quel honneur. Bien, merci. Je suis content d'être ici. Bien, merci d'être là Michel. On termine avec toi et pourquoi? Parce que on va connaître un gros mois à la ville de Vaudreuil-Dorion. Il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent à la ville, pas juste ce mois-ci, mais durant tout l'été, à commencer par les arts et la ville. Tout à fait. Moi, j'aimerais savoir, Michel, jusqu'à quel point un événement comme celui-là, qui est quand même majeur, est important pour une ville comme Vaudreuil-Dorion? Les Arts et la Ville est un réseau qui regroupe l'ensemble des municipalités et des travailleurs culturels du Québec et de la francophonie canadienne. Donc, avec le colloque annuel qui se tient ici à Vaudreuil-Dorion, ça veut dire plus de 300 congressistes d'un petit peu partout, de l'Acadie, des quatre coins du Québec, de l'Ouest canadien, qui vont être ici pour parler de culture. Ce colloque-là est vraiment incroyable. Ça fait une dizaine d'années que je le suis. Et dans ce colloque-là, on a vraiment des outils concrets, très terrain, sur comment la culture peut faire pour changer les collectivités.
Et c'est vraiment un réseau incroyable et de les recevoir ici à Vaudreuil-Dorion, c'est vraiment superbe. Pourquoi? Parce que ça nous permet également de faire rayonner notre milieu culturel. Ça permet de faire connaître nos artistes, de faire connaître nos organismes et de faire rayonner tout ce qui se passe ici en termes de culture. Donc, c'est, comment je dirais ça, un grand happening. Et pour nous, c'est aussi un levier pour que le milieu culturel d'ici puisse profiter de toute cette expertise-là qui va se trouver ici, qui se trouve ici, donc en ce moment même, pour pouvoir venir discuter de culture. Et c'est pour ça qu'on est très fiers que plusieurs gens, plusieurs bénévoles, plusieurs artistes, plusieurs organismes puissent faire partie du colloque comme tel, soit comme participants pour pouvoir simplement assister aux conférences ou même en offrant des activités précises qu'on offre aux congressistes avec notre milieu, nos passionnés. Michel, c'est extraordinaire. J'avais 3 questions, mais tu as répondu aux 3 questions en une seule réponse. Fantastique. Mais Michel, on passe à la suivante. En marge, mais même pas en marge, pendant la tenue de ce colloque-là, il y a l'inauguration de la Tour d'eau que les gens ont pu voir se dessiner, se mettre en œuvre durant déjà depuis un bon moment. Ça vient d'où cette idée-là de la Tour d'eau? Comment ça s'est passé exactement? Quand on travaille au niveau culturel, ce qu'on souhaite, c'est 2 choses. Marquer les citoyens, marquer les humains et marquer le territoire. Et de cette façon-là, je pense qu'on va réussir à marquer les 2. Parce que avec la culture, souvent, on va faire des activités participatives qui sont éphémères. Et c'est-à-dire que le résultat, on le voit, c'est formidable. Mais c'est passé, on passe à autre chose. Et voilà, la Tour d'eau, elle est là. C'est un héritage qui va demeurer. Oui, il est fait dans le cadre du 25e anniversaire de la ville de Vaudreuil-Dorion. On en est très fiers. Oui, il va parler de notre histoire. Cette œuvre-là va parler de ce qu'est Vaudreuil-Dorion en termes d'histoire, en termes de patrimoine, mais en termes d'énergie également. Et moi, ce qui me touche particulièrement, c'est les quelques 200 citoyens qui ont participé à la co-création de cette œuvre-là. 200 citoyens? Par les ateliers qu'on fait en amont, Collab et Échoppe, qui sont l'équipe d'artistes chevronnés en mural, qui ont reçu le mandat et qui ont travaillé ici, par exemple, en atelier avec nos artistes de Vaudreuil-Dorion, avec des enfants, avec des personnes âgées pour savoir ce qu'ils voulaient sur cette tour-là. Alors, la tour va être le résultat de la volonté de 200 citoyens d'ici. Et là, on va assister à l'inauguration, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a un lien avec Artefact, avec le festival Artefact? Bien, tout à fait. Vous savez, depuis l'an dernier, depuis 2018, Artefact occupe ce site-là avec beaucoup de succès l'an dernier. Cette année, on revient pour une 2e édition d'Artefact. Et bien entendu, on ne voulait pas faire l'inauguration de la Tour d'eau sur ce site-là sans qu'Artefact soit impliqué. C'était tout à fait naturel. Alors, on va avoir Artefact qui va animer en musique ce soir-là pour l'inauguration et faire connaître donc son festival. Et ce qu'on trouve intéressant également, c'est de l'amalgamer justement au colloque Les Arts et la Ville. Puisque... une visibilité. Ben oui, c'est que les citoyens vont être invités à venir à l'inauguration, mais les congressistes également de partout au Québec et de la francophonie canadienne vont aussi être là pour pouvoir rencontrer nos citoyens, voir notre monde, être avec eux concrètement et célébrer tous ensemble l'inauguration de cette tour d'eau-là, excuse-moi, qui parle de nous. Michel, on ne pourrait pas terminer cet entretien sans parler de la parade mosaïque qui s'en vient à grands pas. Moi, je me demande chaque année comment vous faites pour vous réinventer. On peut s'attendre à quoi cette année dans cette parade-là? Tout ça, c'est de la faute des artistes qui s'y impliquent. C'est de la faute des citoyens aussi qui acceptent ce défi-là complètement fou de s'investir complètement dans le défilé. C'est pas évident, hein, parce que c'est beaucoup d'investissement personnel, de travail pour arriver à ça. C'est fantastique. Il ne faut pas oublier aussi que derrière les quelques 700 citoyens que vous allez voir dans la rue, là, derrière eux, il y a facilement un autre 500 ou 700 de plus qui collaborent à la conception des costumes, des éléments dans le défilé. Et ça fait en sorte qu'à chaque année, on a plus ou moins une vingtaine de milliers de spectateurs sur le long de ce parcours-là pour venir applaudir nos citoyens qui sont dans la rue, forts et fiers, ensemble, peu importe leurs origines, peu importe d'où ils viennent, également de leur âge, peu importe tout ça. Ils sont tous ensemble, ils ont travaillé tous ensemble et ils sont fiers et ils le crient haut et fort d'être justement, de faire part de cette communauté-là, de faire partie de cette communauté-là. Donc, pour moi, c'est
défilé mosaïque, c'est toujours un grand moment d'émotion parce que c'est un grand moment où la fierté et l'appartenance, on la garde pas juste pour nous. On la crie et on la célèbre ensemble. C'est une célébration de notre citoyenneté à Vaudreuil-Dorion. Est-ce que tu es au courant, Michel, si les artistes ont dessiné un soleil cette année pour qu'on puisse avoir droit à... Ça fait quand même 2 ans là, qu'on n'est pas certain de la météo. Cette année, il va faire beau. Moi, je te dirais qu'on a connu, malheureusement, puis c'est super que ta mémoire n'aille pas plus que 2 ans, parce que on a eu 3 ans de pluie. Mais cette année, c'est fini. Hein? Il dit jamais 2, je suis 103, puis je n'ai jamais entendu d'expression qui parlait d'une 4e fois. Donc, c'est terminé. Mais, sais-tu qu'est-ce qui est formidable là-dedans? Malgré la pluie des dernières années, là, les milliers de personnes étaient là sur le bord de la rue. Encore là. Les centaines de personnes étaient là dans la rue, à le faire, fièrement. Puis il y a des jeunes là, qui, malgré la pluie, là, quand ça commence, ils disent « Ah, c'est ma dernière année ». Puis dès qu'ils finissent le défilé en disant « OK, c'est quand qu'on recommence pour l'année prochaine », ils sont tout mouillés, mais ils s'en balancent. Faut être là. Faut être là. C'est un moment particulier. Et cette année, beau temps, mauvais temps, mais on n'a même pas en parlé parce qu'il va faire beau. Il va faire beau. Michel, merci beaucoup d'avoir été là pour cette dernière émission, parce que c'était notre dernière émission de cette première saison. On a fait une 20aine d'émissions ensemble, puis moi, je vais être réinvité. Je te lance une perche, je te réinvite à la prochaine saison. Avec plaisir. Merci, on pourra parler de tous ces beaux projets-là qu'on n'a pas eu le temps de parler parce que l'été ne fait que commencer. Tant qu'à vous, merci d'avoir été là. On se retrouve en septembre pour une 2e saison. J'espère que vous allez être au rendez-vous. En attendant, allez parcourir les rues, les parcs de la ville. Il y a toutes sortes d'événements. C'est bouillonnant de culture. Je vous invite à y participer. Merci encore. Ciao, à la prochaine.